Bonjour à tous. C'est vrai qu'on voit pas tout le monde. Merci d'avoir répondu à cet appel, à cette proposition de webinaire. C'est le 11e, Marie-Odile, pas de moi? Oui, je crois que ça doit être ça. Le 3e webinaire. Donc, merci à Madame Ribeiro, qui est puéricultrice de PMI, au docteur Hénon Sauché, donc également médecin de PMI, qui vont donc aujourd'hui présenter. Alors, du coup, j'ai pas la diversification de l'enfant. Oui, merci pour la thématique. Non, mais je cherchais la personne qui intervenait avec vous. Une tabasse. Ah oui. Mais tu disais qu'elle était connectée, mais je vois Mariam. Pas. Ouais, Mariam a dit qu'elle était connectée. Allô? D'accord. Ah, voilà. Bonjour, Linda. Je vois. Bonjour tout le monde. Madame Basse, bonjour. Donc, vous allez donc nous parler de la diversification alimentaire, donc à 3 voix, peut-être? Exactement. Vous voulez parler, Mariam? On ne la voit pas, en fait. Allô? Alors, Madame Basse, oui, on vous entend. Bonjour à tout le monde. Donc, vous êtes sage-femme. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, Linda. Ça y est, on vous entend. Oui, on vous entend. Donc, je disais, Madame Basse, vous êtes sage-femme? Oui, je suis sage-femme au poste de santé Mambior au Sénégal. Très bien. Donc, Sophie et moi sommes très heureux de vous présenter un point sur la façon dont on fait la diversification chez nous. Et l'idée étant bien sûr peut-être de partager finalement nos façons de faire. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui veulent participer au fur et à mesure, poser des questions au fur et à mesure. Ou enfin, vous verrez si vous avez envie, c'est possible. Et donc, je vais laisser la parole à Sophie. Ouais, je mets le PowerPoint. Donc, on peut vous interrompre pendant la présentation? Oui, tout à fait. D'accord. Oui. Très bien. Tout le monde le voit? Ouais, tu peux l'ouvrir grand. C'est le mettre en mode PowerPoint. C'est ce que j'ai fait, là. Vous ne l'avez pas? Non. On recommence. Attendez. On a le déroulé. J'ai mis... Et maintenant, est-ce qu'il y a un grand... Non, toujours pas. Là, on n'a rien. Non, on ne le voit plus. Attends, alors je reviens. Écran complet. Je vais partager mon écran complet, comme ça c'est plus simple. Alors là, vous voyez. Attention. Vous êtes... Voilà, c'est bon. C'est bon? Oui, super. Merci. Donc voilà. Donc là, on a fait la présentation sur la base du livret de diversification alimentaire qui a été construit récemment. Donc, on lui a mis un petit titre sympa au début. Page découvre comment manger comme un grand. Alors, le principe, la diversification alimentaire, donc consiste à faire goûter de nouveaux aliments au bébé pour favoriser son développement. Donc, pour la santé publique France, elle doit être débutée dès 4 mois et indispensable dès 6 mois. Alors, de la diversification alimentaire, c'est de proposer à l'enfant toutes les aliments, y compris celles qui pourraient provoquer une allergie, les fruits à coque, le lait, le gluten qui sont présents dans le blé, le sel, l'orge, enfin beaucoup de céréales, et tout ça sauf indication contraire médicale. L'apport de lait essentiel, que ce soit le lait infantile ou maternel, l'introduction vient en complément dans un premier temps et qui sera diminué progressivement. Un bébé peut refuser un aliment quelques jours ou plusieurs fois le même aliment. Les repas qui peuvent être aussi bien faits maison ou industriels, donc qu'on appelle souvent les petits pots. Et l'importance, un point important, c'est que le repas est un moment convivial. Donc on privilégie les repas en famille, sans écran ni jouets. On dit bien que l'adulte, les parents sont un exemple pour l'enfant.
Et petite chose qu'on introduit très rapidement en information, c'est d'éviter le grignotage et limiter la consommation de produits sucrés et gras. Alors, les 3 grands c'est précocité, diversité, régularité. On a précocement entre 4 et 6 mois, diversité, tous les aliments et régularité. On donne des... Alors, de 4 à 6 mois, pour commencer, tous les aliments qui sont proposés à l'enfant doivent être mixés, ce qu'on appelle en purée lisse. Donc au début c'est l'introduction, on propose, mais le lait reste l'aliment principal. Donc j'ai détaillé, enfin j'ai résumé le livret. Donc en ce qui concerne les légumes et les fruits, donc que ce soit tous les légumes, nous c'est avec courgettes, carottes, peu importe. Donc c'est à proposer tous les jours au moment choisi de la famille, qui doit être cuit mixé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc on privilégie de l'introduction un par un pour la découverte de goût, puis par la suite ça peut être mélangé. On commence par des petites quantités et puis on augmente progressivement, c'est selon l'appétit de l'enfant. C'est-à-dire qu'un enfant qui souhaite en manger tous les jours, il souhaite manger 10 cuillères, il n'y a pas de souci, on lui propose les 10 cuillères. Et comme s'il en veut qu'une, il en veut qu'une et on verra, ça sera progressivement. Fruits aux légumes, alors soit sous forme de pâte ou de purée qui est mélangée avec un aliment, tout ce qui est fruits à coque et arachides. Condition est important, comme je le disais, c'est de donner régulièrement. D'autant où, je suis allée trop vite, excusez-moi, j'ai touché ma et donc je disais, voilà, surtout si c'est consommé plus précocement, surtout si c'est consommé à la maison. Les féculents, ce qu'on considère les féculents, c'est tout ce qui est pommes de terre et le riz, les pâtes et les choses comme ça. Au début, on les mélange avec les légumes et ça représente à peu près un quart de la portion. Et important d'introduire régulièrement tout ce qui est à base de blé. Donc ça peut être la semoule, les pâtes et tout ça. Comme ça, on introduit le gluten. Tout ce qui concerne les légumes secs, au début on le donne avec parcimonie, c'est une question, surtout très bien cuit et mixé, c'est pour une question de digestion. Est-ce que vous avez des questions? Je continue. C'est drôle, je ne vous vois pas. Vous m'entendez hein? Oui, on vous entend. Oui. Ça perturbe d'avoir personne en face. On parle de toutes les viandes, le poisson et les œufs. Donc tous peuvent être introduits, tous doivent être bien cuits et c'est le seul aliment où on va parler vraiment de quantité. Parce que ce sont des grosses molécules, donc c'est les reins du petit doivent pouvoir les filtrer. Donc entre 4 et 6 mois, on propose au début 2-3 fois par semaine et puis à 6 mois, il faut que ça soit tous les jours. Donc au début, on commence par 5 grammes par jour, c'est soit une cuillère à café par jour. Et puis à l'âge de 6 mois, il faut que l'enfant reçoive 2 cuillères à café par jour de viande tous les jours, de viande ou du poisson. Le poisson, on recommande 2 fois par semaine, dont 1 gras, parce que notre cerveau a besoin de gras, et on recommande plutôt les petits poissons gras, le maquereau, la sardine, etc. Et l'important, c'est de les alterner par rapport au risque de métaux lourds qu'il peut contenir. Alors, la matière grasse qu'il faut pas oublier et les épices. Toutes ces épices peuvent être introduites si elles sont douces. Les matières grasses, elles sont introduites en général dans les purées. On privilégie les matières grasses d'origine végétale qui sont à varier. Et de temps en temps, on peut mettre du beurre ou de la crème, d'autant pour les enfants qui sont allaités exclusivement, ça permet d'introduire les protéines de lait de vache. Tout doucement, lait artificiel. Et dans tous ces aliments, donc la remis, on rajoute pas de sel, aussi bien le sel ou le sucre. Après, on a mis ah oui, j'ai oublié les produits laitiers. Les produits laitiers, alors ce
qu'on se considère produit laitier, c'est tout ce qui est autre que le lait, qui est à base de lait, donc tout ce qui est fromage, yaourt, fromage blanc et tout ça. Au début, on le propose aux enfants de temps en temps pour faire goûter, mais le lait doit rester quand même le produit laitier le plus important, car les produits laitiers ils sont riches en calcium, mais ils sont dépourvus de fer. Alors que le lait infantile en contient. Voilà, tout ce qui est produit laitier qui doit être donné à l'enfant, il doit être plutôt lait entier et pas jus de sucre et pas de produits allégés ou bifidus ou les yaourts aromatisés, etc. Voilà, donc là j'avais redit par rapport aux protéines de lait de vache, c'est une autre manière d'introduire les protéines de lait de vache. Et en dehors avec le lait, l'eau est la seule boisson nécessaire à l'enfant. Donc au début, elle est découverte en petite quantité, peu importe la manière qu'on donne, à la cuillère, à la tasse, au biberon et tout ça. Et toute autre boisson, on a marqué, c'est un mot fort qui est interdit, surtout le thé, le café, le chicorée, et tout ce qui est à base de sucre, comme les jus de fruits, où c'est de l'eau, du sucre. Alors après, nous avons mis un exemple de menu-type. Alors c'est un exemple, par lequel parfois des parents ont besoin de s'appuyer, d'avoir un exemple visuel. Donc en général, le matin, c'est tout ce qui est le lait infantile ou l'allaitement. Le déjeuner, c'est là où on propose le repas salé, entre guillemets, avec les légumes féculents, associés plus ou moins avec les protéines, auquel on met de la matière grasse. On termine toujours par un produit laitier et si l'enfant a encore faim, on peut rajouter des fruits, une compote. Et on fait goûter l'eau. L'après-midi, c'est là qu'on introduit les fruits et toujours un produit laitier, plutôt le lait. Et on peut effectivement goûter l'eau. Et le soir, on reste essentiellement. Je vais pas trop vite? Non, c'est parfait. Alors, on passe à l'étape d'après. L'étape, c'est pas vraiment une étape de 6 à 12 mois, c'est la continuité les textures qui vont évoluer. Donc, au début, c'était mixé. Après, on va passer haché et écrasé, c'est-à-dire qu'on écrase avec la fourchette, où on donne moins de coups de mixeur. Et à la fin, ces petits morceaux fondants, quand on parle de petits morceaux fondants, ça peut être la banane qui est bien mûre, des choses comme ça. Donc les quantités évoluent, donc les légumes et les fruits, les protéines, comme je disais, donc c'est jusqu'à l'âge de 1 an, c'est 10 grammes par jour. Et pour les enfants qui reçoivent un lait infantile, passe au lait deuxième âge. Est conservé en général le matin et le soir jusqu'à 8-9 mois. Et aux 2 autres repas, en général, ça c'est selon l'enfant. Parfois, les enfants, le biberon, ils préfèrent manger à la cuillère et on s'adapte à l'enfant. Donc, alors voici un menu type. Donc en fait, c'est comme le menu type d'auparavant, sauf que le soir, à partir de 8-9 mois, on ajoute un plat avec des légumes. Pour les enfants qui sont au lait maternel exclusif, qui ne reçoivent pas le lait infantile, on peut recommander de donner de la viande ou du poisson ou des œufs le soir, plusieurs fois par semaine pour l'apport en fer. Le lait, comme je vous disais tout à l'heure, le lait infantile est enrichi en fer, alors le lait maternel non, et pour éviter le risque de carence. Et alors, de 1 à 3 ans, donc on poursuit, la texture vient vraiment aux petits morceaux fondants. Donc normalement, à peu près, les enfants mangent à peu près comme la famille. On recommande à la famille de proposer ce que le parent prépare pour toute la famille et d'adapter la texture et les quantités. Donc les protéines, les quantités jusqu'à 2 ans 20 grammes, jusqu'à 3 ans 30 grammes.
moyen mémotechnique, 2, 3, voilà. Et le lait deuxième âge est remplacé par du lait de croissance. Si on a beaucoup de questions par rapport au lait de croissance, est-ce que quand les enfants refusent ou quoi que ce soit, ou les familles ne peuvent en acheter, donc on préfère le lait de croissance, mais quand c'est du lait qui est acheté, du lait industriel normal, on dit plutôt du lait entier et bien faire attention à l'apport en fer par la viande ou le poisson ou les œufs, que les repas en comportent bien. Ouais. Après, c'est tout un tableau. Je vais laisser la parole à Béatrice pour les interdits alimentaires où on a fait un code couleur. Et ben, je vais te laisser la parole, Béatrice. Donc, je voulais juste dire qu'en fait, l'idée de la diversification alimentaire, c'est effectivement d'apporter une quantité journalière suffisante de nutriments, que ce soit des protéines, des glucides et des lipides, mais aussi des vitamines et minéraux, dont les plus importantes sont la vitamine A, la vitamine C, le calcium, apporter aussi du fer et de la vitamine D. Nous, la seule supplémentation que nous faisons en plus de l'alimentation, c'est donner des gouttes de vitamine D tous les jours. Donc, en général, on donne 2 gouttes par jour de Zimadé. Enfin, ça s'appelle Zimadé, Adrigil ou Pédiakide. Ça nous intéresserait de savoir la prévention du rachitisme. Et pour les enfants de plus de 2 ans, soit on le fait en 2 fois, une ampoule de 100 000 unités, soit on fait en Dimanche est un exemple. Hein. Ça m'intéresserait d'avoir un retour sur comment vous faites cette prévention. Si vous faites une prévention et du rachitisme avec la vitamine D en plus. Voilà. Donc on en vient effectivement aux interdits alimentaires. Donc il y a une première catégorie effectivement où il y a pourquoi les aliments sont interdits, c'est parce qu'il y a un fort risque d'intoxication alimentaire, donc notamment avec les laits crus et les fromages au lait cru, parce qu'on a un risque de listériose. Je ne sais pas si vous connaissez un Listeria monocytogène qui donne des du système nerveux central assez grave. Donc on peut quand même leur faire consommer du gruyère et des pâtes pressées comme le gruyère donc et le comté. Deuxième catégorie d'aliments, c'est la viande crue ou peu cuite et les aliments à base de cru ou cuit. Et la charcuterie, c'est très déconseillé c'est interdit de les donner puisqu'on a des risques accrus de toxi-infection alimentaire. On sait que l'intestin des petits enfants, il est très fragile et on a des risques syndrome hémolytique et urémique avec la bactérie qu'on appelle l'Escherichia entérotoxique. Hein. Donc ça peut donner des toxi-infections alimentaires très très graves. Voilà, beaucoup plus que les diarrhées. Et, voilà. Par ailleurs, avec la viande mal cuite, on a un risque de toxoplasmose. Alors généralement, c'est pas très symptomatique, donc on s'en aperçoit pas toujours. Mais bon, voilà. Après, l'enfant est porteur pendant quelques temps. En général, on ne donne pas non plus de poissons crus et de coquillages crus, puisque les poissons, oui, les espadons par exemple, les lamproies, le siki, le requin, le marlin. Donc on vous a pas mis de photos, mais bon, voilà, ce sont des poissons prédateurs qui contiennent beaucoup qui sont des bioaccumulateurs qui contiennent beaucoup de méthylmercure et qui est toxique pour le système nerveux central et surtout pour l'enfant. Donc vraiment, c'est très déconseillé. On peut donner c'est très toxique pour le système nerveux central et ça peut donner des retards de développement, des troubles de la coordination et ça peut même donner des crises d'épilepsie. Voilà. Aliment aussi interdit, c'est le miel. Alors, je ne sais pas si dans vos il est très déconseillé, pareil. Alors là, chez le très petit, de moins de 1 an, en raison du risque de botulisme, puisque l'ingestion de ces spores peut se développer chez le bébé et c'est produire une toxine qui est responsable d'intoxication alimentaire très grave et qui peut entraîner même des paralysies faciales et musculaires et des détresses respiratoires. Donc ça peut aller assez loin. Donc on attend pour donner du miel au moins à la fin de la première année.
Pour des questions logiques de fausse route ou de mauvaise ingestion des aliments, on évite tout ce qui est petits aliments durs, ronds, tels que les cacahuètes, les noisettes, voilà, tout ce qui est un petit peu donné dans ce que nous on appelle l'apéritif des parents. Aussi les raisins, les petites tomates, les tomates cerises et les mini saucisses, voilà, qui peuvent provoquer des fausses routes. Et puis, comme Sophie l'a déjà évoqué auparavant, on évite très fortement tout ce qui est boissons sucrées énergisantes, les boissons végétales, les produits caféinés, les édulcorants. On ne sale pas l'alimentation des enfants. On évite les fritures et la consommation de chips et de fast-food et tout ce qui est biscuits apéritifs. La charcuterie, pareil, c'est pour la même raison que la viande aussi. Donc c'est seulement le jambon blanc qui est donné. On évite aussi tout ce qui est bonbons, viennoiseries et gâteaux industriels. Et tous les aliments à base de lait de soja aussi, puisque, alors cela c'est pour une raison un petit peu particulière, parce qu'ils contiennent des isoflavones qui sont en fait des perturbateurs endocriniens et qui produisent des phytoestrogènes, donc ça perturbe le système hormonal. Voilà. Est-ce que Sophie, tu veux rajouter quelque chose sur ces interdits alimentaires? Il y a juste un aliment que tu as sauté, c'était l'œuf cru. Et ce qui fait vraiment attention, c'est l'œuf cru qui est caché dans des préparations culinaires où il n'a pas été cuit. Alors que nous, ça va être la mousse au chocolat. Voilà, c'est la mayonnaise. Enfin, parfois dans des préparations culinaires où parfois l'œuf cru est rajouté dans la préparation, il n'est pas cuit. Je voulais dire en même temps que la viande et les coquillages. Mais voilà. Voilà. Et puis, hop, donc j'ai remis à la fin, il y a 3 mots à retenir, c'est cela. Donc maintenant, la diversification, par rapport à auparavant qu'on a pu avoir comme recommandation au niveau de la France sur la diversification alimentaire, ça s'est vraiment simplifié pour les parents et pour nous, pour donner les informations. Et moi, c'est les 3 mots que j'explique aux parents, c'est qu'on adapte, que ça soit bien cuit, mixé dans un premier temps, diversité et des régularités, et surtout suivre les habitudes alimentaires de la famille. C'est pas au moment de la diversification qu'on va un légume qu'on découvre sur le marché, au supermarché, qu'on achète et puis qu'on va jamais racheter parce que la famille n'a pas aimé et qu'on va jamais redonner à l'enfant. Donc voilà, souvent je résume mes informations comme ça que je donne aux parents et c'est beaucoup moins stressant qu'avant, je trouve. Donc c'est vrai que nous on commence entre guillemets assez tôt la diversification. Alors quand on dit 4 mois, c'est rare que ça soit 4 mois pile. On attend quand même que l'enfant puisse se tenir un petit peu assis, en tout cas dans les bras des parents. Enfin, tu me diras si tu es d'accord, Sophie, et qu'il puisse quand même ouvrir la bouche et être capable d'ouvrir la bouche et de pouvoir se tenir un petit peu correctement. Donc généralement c'est plutôt peut-être les premières ingestions, les premiers essais, c'est vers 4 mois et demi et vraiment 5 mois. On commence vraiment à s'y mettre. Après, si l'enfant a une chose qu'on n'a pas mis dans le PowerPoint mais important, mais si l'enfant veut toucher ses aliments, il a le droit de toucher ses aliments. Et voilà, peu importe la façon qu'on le donne, on donne avec les doigts, avec une cuillère, ou peu importe. Voilà, c'est de faire découvrir dans un premier temps. Voilà, on va vous laisser la parole pour voir comment vous faites justement chez vous. Ça nous intéresse beaucoup. Svetlana avait simplement évoqué les champignons. Tu peux nous en dire plus? Svetlana, tu avais noté dans le chat les champignons aussi. Alors, pour moi, il n'y a pas de souci si on peut les consommer tant qu'ils sont bien cuits. Oui, c'est ça. Mais s'ils sont bien cuits et qu'on connaît bien la variété des champignons, ça peut se faire à petite quantité. Aussi après je ne t'entends pas, Svetlana. Ton micro est coupé. Oui. C'est qu'en général, on dit que les enfants moins 3 ou bien 5 ans, ils ne doivent pas manger ça en quantité surtout. Il n'est pas forcément bien digéré par l'estomac du petit enfant. Parce qu'il y a un danger, mais c'est les problèmes à digérer.
Oui, d'accord. Il faut bien choisir ses champignons, en fait, hein, la variété des champignons à consommer. Donc, ça pourrait être des champignons blancs, par exemple, mais bon, ça peut être un risque. Il faut vraiment savoir ce qu'on consomme comme champignons. Et ça, c'est valable pour tout le monde, je pense. Merci. Voilà. Donc, on donne la parole. Voilà, Binta, à la basse. Je ne sais pas si vous nous entendez. Oui. Allô. D'accord, je vais présenter. Là, on voit votre... Oui, je le vois. Allô, vous voyez mon écran? Oui, super. Oui. D'accord. Alors, merci beaucoup pour cette présentation très complète du livret. De mon côté, je vais partager avec vous ce que nous observons sur le terrain, notamment au Sénégal, mais aussi dans des contextes assez similaires comme au Togo et au Bénin. Vous m'entendez, j'espère? Parfaitement bien. Merci. D'accord. Alors, l'idée, c'est de voir ce qui est recommandé, ce qui se fait réellement, des difficultés que rencontrent les familles et aussi des petites solutions locales que nous mettons en place. Et à la fin de mon intervention, j'inviterai également les collègues connectés du Sénégal, du Togo et du Bénin afin d'enrichir l'échange. Alors, les recommandations générales. Les recommandations officielles, nous les connaissons tous. C'est l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois, l'introduction progressive des aliments entre 6 et 24 mois et le maintien de l'allaitement jusqu'à 2 ans. Ici, on insiste aussi sur la variété, les céréales, les protéines, les fruits, les légumes, avec un bon apport en matière grasse. Mais entre ce qui est écrit et ce qui se fait, il y a souvent un écart. Les pratiques courantes. En réalité, nous voyons que beaucoup de mamans commencent la diversification plus tôt, parfois dès 2 à 3 ou 4 mois. La bouillie reste de l'aliment de base, à base de mil, de maïs, de riz, mais souvent elle est trop liquide, ce qui n'apporte pas assez d'énergie à l'enfant. Il est aussi fréquent de donner de l'eau, des tisanes, du miel, parfois même du jus avant 6 mois, alors que comme nous le savons tous, ce n'est pas du tout recommandé. Et bien sûr, les sauces locales, les poissons sèches, les feuilles vertes viennent compléter quand c'est possible aussi. Alors, les obstacles majeurs. Les obstacles sont nombreux ici. L'accès aux aliments variés dépend du prix et de la saison. L'hygiène aussi reste un vrai défi. L'eau potable, la conservation des aliments. Les croyances jouent aussi. Certaines familles pensent qu'introduire tel ou tel aliment peut rendre l'enfant malade. Et il y a également la réalité des mamans. Beaucoup travaillent au champ ou dans des petits commerces et n'ont pas toujours le temps de préparer des repas équilibrés pour les bébés. Nous allons proposer des exemples de solutions locales. Dans certains pays, les sages-femmes et agents de santé sensibilisent directement les mamans lors des consultations, surtout dans les premiers mois. Mais à partir de 6 mois, ce rôle sort un peu du champ des sages-femmes. Ce sont plutôt les pédiatres et les nutritionnistes qui sont les plus qualifiés pour accompagner les familles. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a parmi nous aujourd'hui dans cette salle virtuelle. Ce serait intéressant, en tout cas, d'avoir vos compléments tout à l'heure.
Alors, avant de passer, j'aimerais présenter les photos que j'ai mis ici, le lionceau. Il s'agit des céréales qui font partie des solutions locales. Ce sont des céréales qui sont faites au Sénégal et qui sont très enrichies pour permettre un bon développement des enfants. Excusez-moi, mais donc ces céréales, elles se mélangent avec du lait ou elles sont déjà mélangées? Non, elles sont déjà mélangées. Il suffit juste de les préparer, de donner à l'enfant. Voilà. Et ça coûte pas trop cher? Non, c'est accessible. Ce sont des céréales très accessibles. C'est comme nous, le cérélac. Ouais. Beaucoup de familles utilisent le cérélac ou le lait déjà dedans. Il n'y a plus qu'à rajouter l'eau. Exactement. Bon, merci à toutes et à tous. La parole est maintenant à vous. Après, votre question, c'était par rapport à qui pouvait accompagner les familles. Nous, en France, qui peut accompagner les familles? Nous, le service de PMI accompagne les familles jusqu'à l'âge de 6 ans, mais et souvent, l'accompagnement est fait par une puéricultrice. Mais également, on peut être fait aussi avec le pédiatre ou en minorité avec les médecins généralistes. Tout ce qui est question d'alimentation de l'enfant. À chaque fois qu'on fait les consultations, alors dans la première année, on a beaucoup de consultations dites obligatoires, quasi tous les mois. On fait forcément un point alimentation en guidant en fait les parents, en donnant des conseils sur l'alimentation. Et on a ce qu'on dans le carnet de santé, il y a aussi des pages un petit peu de conseils, donc on complète ça. Voilà, et puis après, effectivement, c'est un peu du sur-mesure, fonction des familles, fonction de leurs questionnements, fonction de leurs habitudes. Voilà, on s'adapte un petit peu à tout ça aussi. Et qu'est-ce que vous donnez aussi? Ah, je vais passer mon tour. Je sais pas si madame... Si, c'est bon. La viande, bien cuite et bien mixée, surtout s'il s'agit des bébés de 6 mois, bien mixée, ouais, avant de donner au bébé. Viande disponible? Bœuf surtout. D'accord. C'est comme légumes, pardon. Bon, au Sénégal, nous avons une diversité de légumes. Il y a les carottes, les courges. Oui. Voilà. Actuellement, au Sénégal, les courges, c'est la saison des... Beaucoup. Et Svetlana qui aimerait parler. Je ne vois pas où la main. Excusez-moi. Oui, vous faites très bien. Pour l'enfant mal nourri, il y a des kits spéciaux qui sont donnés, mais c'est quelque chose qui est perdu. C'est les sémoules d'arachide. Parce qu'on a dit que ça aussi, ça aide à l'enfant de bien récupérer les poudres. De la plupart des enfants aussi, diversifier et de ne pas perdre en valeur nutritionnelle. Pas le mot aussi, hein? En Europe, on dit que c'est un danger. Je vois que la plupart des mamans, dès qu'il est accouché, il prend les céréales avec quelques cuillères d'huile de palme. Même par la suite, ils font la même chose dans la diversification en rajoutant dans les purées de légumes. Ça aussi, c'est la même substance. Donc ça, c'est les traditions souvent sans huile de palme et arachide. On ne peut pas imaginer la plupart des pays de l'Afrique. Et vous disiez tout à l'heure le pain perdu, hein, c'est ça? Oui. C'était du pain. Vous pouvez redire? Le pain, là, par exemple, il est devenu déjà sec. Oui. Oui. Il y a certains qui peuvent recycler
Mais le plus simple, c'est pour piler, rendre les poudres homogènes qui se mélangent bien. C'est pas pâte d'arachide, mais semoule. Ça veut dire on a moulu silé. Mixé, oui. Arachide, là. Ça fait une bouillie, en fin de compte. Ça ressemble au plum peanut qui est donné dans lesquels de malnutrition, là, les sachets en alu de pâte un peu épaisse. Dedans, effectivement, c'est de la, on va dire, c'est de la pâte d'arachide avec de la poudre de lait surenrichie qui sont données là. Et on sait que l'arachide est riche en protéines. Oui. Oui. De l'autre côté, c'est un produit aussi qui peut donner facilement allergie. Ouais, l'arachide fait peur encore. Enfin, nous, on dit cacahuète, c'est la même chose. On pense la consommer, les gens, ils ne voient pas où est le problème. Mais non, parce que c'est pas une habitude alimentaire, en fin de compte. Et pour l'accès à l'eau, justement, j'imagine que il y a des endroits où c'est un peu plus compliqué. Comment est-ce que vous accompagnez les mamans, justement, pour les préparations des biberons, si elles sont avec des poudres de lait à diluer? Est-ce que c'est pas, il faut aller trop au fond des pays, là où c'est pas trop développé, rural? Problème il y a beaucoup qui utilisent les filtres d'eau, de l'eau minérale. Ça aussi, c'est vraiment les prix abordables. Mais plus facile par mesure de sécurité, on dit qu'il faut bouillir de l'eau. D'accord. Refroidir, oui, pour ne pas détruire certains aliments. Je remarque qu'il m'a dit qu'on donne le. Est-ce que vous voyez lors de vos consultations beaucoup d'enfants dénutris ou qui ont du mal à prendre du poids Moi, à mon niveau, à l'hôpital Saint-Jean, je suis de Thiès, je n'ai pas vu ces constats. Parce qu'en général, c'est les femmes qui sont mal nourries, ils donnent l'enfant à petit poids, faible poids à la naissance. D'accord. Mais ce n'est pas tous les cas pour les clients ou les patients qui nous recevront. D'accord. Souvent, c'est au contraire, la plus obésité que des faibles poids de la maman. Mais dans les cas pareils, il y a des suivis hebdomadaires. Ils viennent à l'hôpital pour quelqu'un. Et à ce moment-là, ils peuvent recevoir aussi les pompiers, l'accompagnement. Parce que chez nous, il y a des assistances aussi dans les cas comme ça. Chez les pédiatres, il y a des programmes. Ils vont faire même les visites peut-être à la maison pour voir dans quelles conditions. C'est que moi, j'ai observé, parce que ça fait pas longtemps il y avait ce type de séminaire pour l'accompagnement des enfants mal nourris. Et c'est dans ce contexte personnes vivantes VIH. Là aussi, c'est un programme qui existe. Et c'est une approche plus détaillée là, dossier des bébés, et avec tous ces critères à respecter. Et entre autres, c'est malnutrition aussi à gérer. Mais ça, pour eux, ce serait comme un type de diversion, excusez-moi. Parce que certaines choses que la famille ne fait pas, ils vont recevoir de la part des programmes de l'OMS. D'accord. Ok. Il y a des Donc, vous voulez dire que sur le terrain, il y a beaucoup d'interventions, il y a des programmes particuliers pour accueillir, pour ces enfants-là, en fait. Oui. Ah, il y a le docteur Joie qui aimerait parler. Il a réussi à lever la main, Svetlana. Je crois que c'était lui qui parlait. Bonsoir. 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 Oui, moi c'est Joannick Adeyemi, je suis médecin généraliste au Bénin. Enchantée. Enchantée.
Bon, par rapport à la diversification alimentaire au Bénin, bon, moi je suis dans une zone rurale, je gère un centre de santé et bon, ça dépend au Bénin de là où se situent les mères d'enfants. Par exemple, dans les zones rurales, on remarque plus que les mères allaitent les enfants jusqu'à 2 ans, des fois. C'est vrai, c'est de bonnes pratiques, mais ça, c'est au détriment de l'alimentation, de la diversification alimentaire. Ce qui fait qu'elles introduisent soit trop tôt ou bien trop tard la diversification dans l'alimentation de l'enfant avec des produits qui ne sont pas adaptés à l'âge réel de l'enfant. Par contre, quand on va en ville, vu que les mamans sont plus au travail et que les enfants doivent rester à la maison, après leur congé maternité directement, c'est le lait artificiel qu'elles donnent aux enfants et bon, avec les conséquences qui s'en suivent et tout. Donc, bon, par rapport à l'utilisation des aliments de base, il y a plus le maïs, le mil, le sorgho. Ce que les parents n'avaient pas compris, c'est que quand on parle de diversification alimentaire, pour elles, c'est qu'elles doivent mélanger le maïs, le mil, le sorgho et faire une bouillie à base de tout ça ensemble. Mais ces dernières années, les pédiatres avec les nutritionnistes sont en train de sensibiliser les parents pour arrêter ces pratiques-là et de montrer en réalité qu'est-ce qu'on doit combiner. Et aussi dans les zones rurales, chaque fois qu'il y a la vaccination, il y a des réunions où on prend des constances, des paramètres de l'enfant, on vérifie l'état nutritionnel. On essaye quand même de faire le tri, de voir ceux qui sont dans la malnutrition, que ce soit modéré ou bien sévère, et en fonction du niveau où ils se situent, on donne des conseils ou bien on donne des suppléments alimentaires. On appelle les Prumpy Nuts. C'est ça, on donne aux parents. Et avec l'avènement des agents de santé qualifiés qui sont maintenant dans la population, on organise des séances pour montrer au moment comment préparer la bouillie enrichie, comment préparer certains aliments pour les enfants et tout. Donc, ces dernières années aussi, il y a eu l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition qui, toujours dans le but d'améliorer l'alimentation au sein des enfants un peu plus grands, puisque c'est suivi, c'est généralement de 0 à 5 ans. L'état nutritionnel qu'on contrôle dans les centres de santé, c'est généralement de 0 à 5 ans. Donc, la période de 5 à 10 ans, pour réellement pallier à ça, il y a le gouvernement qui a initié les cantines scolaires. Donc, ils préparent, ils ont des dons qu'ils offrent aux écoles, et il y a des femmes qui sont recrutées pour essayer de préparer l'aliment à midi, étant donné qu'à la maison, les enfants ne mangent pratiquement pas par défaut de moyens et tout. Donc, il y a beaucoup d'organismes qui interviennent dans la diversité. Il reste encore du chemin. Parce que, bon, dans tout ce qui se fait, il y a toujours des failles. Néanmoins, l'État est à pied d'œuvre quand même pour améliorer les femmes à changer de comportement. Aussi, ce qui est constaté, c'est aussi les idées arrêtées des femmes par rapport à la consommation de tel ou tel aliment, où on dit que la famille ne mange pas telle nourriture, ou bien que les grands-parents ont dit que tel aliment n'est pas bon pour les enfants et tout ça. Donc, il y a aussi ça qui pose un peu problème sur le terrain. Néanmoins, on constate qu'il y a plus de prise de conscience
par rapport à la diversification alimentaire. Donc, bon, c'est un peu ce que je voulais ajouter par rapport aux réalités qu'on observe au Bénin. Merci. Merci. Merci, oui. Très intéressant. Est-ce que d'autres personnes veulent prendre la parole? Est-ce que vous faites une supplémentation avec certaines vitamines, comme la vitamine D? Alors, je ne sais pas qui peut répondre à ma question. Bon, la vitamine D au Bénin, non, mais plutôt la vitamine A. Vitamine A, d'accord. Oui, la vitamine A. La vitamine D, bon, ça ne se donne pas étant donné qu'on a le soleil 24/24. Donc, ça ne se donne normalement, pas. théoriquement, c'est ça. Bon, c'est bon. Ouais. Et vitamine A pour tous les enfants? Oui, ça se donne à 6 mois. Ça se donne à 6 mois et ou à 9 mois chez les enfants. Et aussi lors des grandes campagnes de vaccination et tout pour essayer de rattraper quand même les enfants qui ont eu à rater, qui ont eu à rater ça. Donc, bon, c'est un peu comme ça. D'accord, merci. Allô? Alors, bon, c'est juste, oui. Ouais, concernant la supplémentation des vitamines, c'est, comme le docteur Joie a dit, même au Sénégal, ça se fait de la même manière. C'est à partir de 6 mois et 9 mois. D'accord. Ouais. Je voulais juste encore souligner ce qui a été dit, les fruits et des légumes saisonniers. Même au Sénégal, c'est presque tout le temps, il y a des productions de certains fruits et légumes. Tantôt, on peut acheter bananes, tantôt, il y a presque tout le temps là, les oranges locales, les mandarines, pamplemousses, pommes, ce qui est exporté. Mais il n'y a pas de mois sans avoir aucun légume. C'est ça qui est les avantages là, de ces pays-là. Et c'est les coûts abordables parce que c'est produit localement. Oui. Les grand-mères, ils ont ces habitudes aussi, à part de céréales, acheter les patates, pommes de terre, courgettes, mettre là avec fromage doux là, comme la vache qui rit, avec un œuf bouilli, jus de citron aussi. C'est presque tout le temps, il y a des citrons. Donc, s'ils ajoutent progressivement ces aliments, l'enfant, apporte en vitamines et éléments durant toute l'année. Mais ça dépend des volontés de la famille, c'est ça, et des préférences culturelles. Parce qu'il y a certains qui préparent les céréales pour les enfants, mais ils n'ajoutent jamais du lait. Tandis que c'est un aliment essentiel pour la croissance des bébés. J'ai constaté aussi que la pharmacie, par exemple, chez nous, s'il y a des femmes opérées, ou bien par raison de la santé, ils ne peuvent pas allaiter les enfants. Nous, on a même des laits artificiels, on peut commander à la pharmacie. Et sans servir. C'est-à-dire que déjà, un accompagnement, et il y aura plus de réussite. Parce que ce qui est donné comme don, ça fait économiser les sous de la famille et puis transformer ça pour couvrir les autres besoins. Voilà.
Est-ce que vous avez d'autres questions, Béatrice? Non. Mais je trouve intéressant cette discussion, pardon, parce que nous avons beaucoup de familles d'origine africaine, donc qui vivent chez nous maintenant. Et effectivement, c'est intéressant de savoir comment on fait dans le pays, parce que souvent ces familles-là, elles sont en lien avec la grand-mère, avec la tante, elles discutent, et on a du mal à faire la diversification comme on voudrait la faire. Donc ça nous permet aussi, je pense à nous, de nous poser des questions, de nous adapter aussi à chaque famille, à chaque souhait, à chaque désir, voilà, dans les limites du possible au niveau de l'apport, enfin des apports de nutriments, etc. Mais c'est vrai qu'on peut pas forcément faire la même chose avec tout le monde, et voilà, on en est conscient, et c'est intéressant de savoir ce que vous faites de votre côté, quelles sont les habitudes dans ces pays d'origine. Docteur Joie, vous voulez reprendre la parole? Oui. Bon, par rapport aux fruits, bon, ici, ce qui est remarqué, c'est que malgré qu'il y ait les fruits à tout moment, les parents ne voient pas l'importance de l'introduction des fruits dans l'alimentation des enfants. Déjà, ça, c'est un premier point. Et pour ce qui est des protéines et tout, bon, je dirais, comme cela se fait au Bénin depuis les temps ancestraux, c'est plus le père de famille qui prend la grande part du poisson ou bien de la viande. On ne voit pas réellement la nécessité de donner une grosse partie à l'enfant. Donc, ça aussi, c'est en train d'être changé petit à petit. Et bon, et quand on prend également le plat d'un enfant, on voit que en réalité, l'assiette, c'est des produits, soit des glucides, des féculents, la grande partie. Il n'y a pas de légumes, je ne dirais pas presque pas, il n'y a pas du tout de légumes sur ça, et une petite portion de protéines. C'est de ça qu'est fait la nourriture au Bénin. Donc, dans la mentalité depuis toujours, c'est quoi? C'est que on doit manger pour être rassasié. C'est ça qui fait. On mange pour être rassasié. Donc, la question de la proportion ici est vraiment difficile. Ça se comprend également vu le statut financier de la population également. Mais quand même, c'est quelque chose qui est ancré depuis toujours et qui est difficile quand même à changer actuellement au pays. Donc, c'est ce point-là que je voulais ajouter. Et moi, j'avais une question. Pardon. Est-ce que les repas se prennent en famille? Parce que parfois, moi, je peux voir dans des familles africaines, les enfants, alors est-ce que c'est par un problème d'organisation? Les enfants mangent en premier. Ils mangent pas, enfin voilà, le repas ne se passe pas vraiment en famille. C'est les enfants et après les parents. Bon, il n'y a pas un modèle fixe d'organisation. Ça dépend de la famille. Mais quand même, ce qui se fait normalement, c'est que les enfants mangent ensemble. Et les parents mangent ensemble. Des fois, les enfants ne peuvent pas attendre les parents qui rentrent à 21h ou 22h avant de manger. Donc, on fait d'abord manger les enfants. On fait manger les enfants. Et après, quand les parents sont réunis, eux, ils mangent ensemble. Mais les jours de fête ou bien les week-ends, bon, tout le monde mange ensemble. Tout le monde mange ensemble. C'est pas qu'on se réunit forcément autour d'une table pour manger. Non, c'est pas ça. D'accord. Moi, vous savez, moi, au début, là, je voyais les gens, ils sont assis devant une grande assiette et la maman, en général, elle divise en petits morceaux, ou bien certains légumes, ou bien poissons, et elle pose devant chaque enfant. Ça, c'est les mêmes habitudes, même quand tu es invité chez quelqu'un, pour montrer combien s'occupe de toi. Ici, tout le monde mange dans les grands plats. Ils vont faire la même chose. Ils vont prendre les meilleurs morceaux posés devant vous. Donc, si vous n'êtes pas même en besoin de chercher qu'est-ce que je mange, on pose devant toi. C'est ça, c'est la culture pour montrer hospitalité. Hein? Et, comme on a dit, esprit ouvert. En général, c'est les grands-mères, là, c'est ça. Ils sont comme en train de distribuer les repas là en mesure de l'âge de l'enfant et de ce qu'il peut manger.
S'il mange donc à la main, c'est plus facile. Maman a juste posé, lui, il a pris, il a mis dans sa bouche. D'accord. Je ne sais pas aussi, est-ce qu'on a parlé aussi des grands usages des haricots? Haricots, ça, sont vraiment une culture ici. Je parle du Sénégal. On peut préparer beaucoup de plats. C'est aussi en poudre. On peut faire akara. C'est comme un type de beignet. Les enfants, ils aiment ça parce que souvent, c'est un peu croquant comme ça. Et c'est aussi riche en protéines végétales. Ce sont des haricots secs? Oui, haricots secs, il y a aussi haricots verts, même les petits pois. Moi, quand j'étais enceinte et j'ai accouché mes enfants ici, mais je voyais certaines de mes amies de Togo. Et c'est avec eux que j'ai pris les recettes parce qu'ils ont, comme la madame docteur a dit, on fait sorgho, mil, maïs, riz en poudre mélangée et même certains, ils ajoutaient poisson séché pilé. Donc, vous voyez, et tout c'est bien conservé déjà. C'est pas au frigo, farine préparée, rajoutée et déjà stocké dans un bocal. Il faut juste mettre sur le feu un peu de l'eau là, c'est ou bien sucre, ça dépend. Les grands-mères et mamans de l'ancienne génération, ils se débrouillent bien. Il n'y a pas de hamburger ou bien je ne sais pas là, tous les bonbons, des biscuits, les bonbons et des boissons de Coca-Cola. C'est ça. Même les enfants qui mangent des petits oranges, c'est mieux qu'ils mangent un bonbon là, fabriqué là, qui apporte pas de grandes choses parce que c'est déjà tout transformé là. Oui, c'est clair. Vinta, vous voulez reprendre la parole? Oui, j'ai une question. J'aimerais savoir quels sont les problèmes que vous rencontrez là-bas en France. Est-ce que les mêmes que nous, ici, ou bien c'est différent? Et quelles sont les solutions que vous proposez? Alors, comme je vous disais, sur la première année, on fait des suivis presque tous les mois. C'est-à-dire, on a un suivi, on pèse l'enfant, on fait les constats. Effectivement, on voit s'il prend du poids. Bon, voilà, on donne des conseils sur l'alimentation. C'est quand ils prennent pas, peut-être se poser plus de questions, plus détaillées au niveau de l'alimentation, en fonction de l'âge. C'est vrai qu'on voit en France rarement des enfants vraiment dénutris. Il peut y avoir des problèmes d'anémie pour différentes raisons, mais c'est assez rare. Ça va être très varié en fait. Il peut y avoir soit le grignotage où des enfants en fait ils grignotent et en fait ils se nourrissent de mauvais aliments entre guillemets et en fait il y a une mauvaise prise de poids et souvent les familles ont du mal à comprendre mais ils mangent. Je lui donne souvent le sein, je lui donne souvent le biberon de lait et en fait les aliments qui devraient augmenter comme les légumes ou les fruits ne sont pas augmentés et la prise de poids à un moment donné la courbe de poids elle casse et là ils ont beaucoup du mal à comprendre et il faut, entre guillemets, la preuve de la courbe de poids. Il faut qu'ils changent leur habitude. Et après, à vous avoir écouté, je comprends énormément pourquoi le cérélac est vraiment donné le soir. C'est vraiment, les familles ont du mal à donner, certaines familles ont du mal à donner des légumes le soir et veulent rester sur le cérélac ou souvent le soir, ils donnent un pot industriel le midi et le soir, ça va être le repas familial, le riz et le poulet. Et on a beaucoup je pense que c'est vraiment ancré au niveau culturel. Après moi je dis juste rajouter au poulet au riz quelques légumes et il faut garder les habitudes en fait. Voilà, en vrai nous on s'est adapté vraiment aux habitudes alimentaires. Nous en général le petit déjeuner français est plus généralement sucré et j'ai déjà eu des familles qui donnaient la purée, le repas légumes, viande le matin. On s'adapte, voilà. Mais c'est plutôt le grignotage qui nous embête le plus souvent, on va dire.
le grignotage qui dure, l'allaitement, enfin, j'appelle ça du grignotage au sein, entre guillemets, où l'enfant passe toute la nuit avec le sein dans la bouche et en fait, il boit du lait en continu toute la nuit et ça fait que la journée, il n'a pas faim. Et voilà. D'accord. Je ne vous entends pas, Béatrice. Je ne sais pas si vous parliez. Non, pardon, je parlais à une de mes collègues. Parce qu'elle me demandait. Non, mais oui, c'est exactement ce que tu dis. Je parle à des âges tardifs, hein, quand à des âges tardifs où parfois c'est aller à 15 mois, 13, enfin même 13 mois où ils passent toute la nuit, enfin ils ont après il faut voir du lait en continu en fait. Nous, on n'a pas mis de photos de tout ce qui était disponible en magasin, que ce soit au niveau des laits artificiels. On a 50 000 produits avec anti-régurgitation, épaissi, avec sans caroube, avec caroube, avec amidon, sans amidon. Enfin voilà, on a des gammes extrêmes de tous les produits pour les enfants. Donc effectivement, quelquefois il faut reprendre ça aussi parce que c'est pas forcément adapté. Pareil pour les laits de suite, pour tous les yaourts, etc. aussi, on a des gammes sans fin en supermarché. Après, voilà, on a presque trop à disposition et on a. Après, il y a trop de choses. Ouais. Parfois, il y a trop de choses. Il y a beaucoup de marketing. Ils ont même fait des céréales. Enfin, parfois, ils font des choses qui sont pas bonnes pour les enfants. Ils font des jus de fruits pour les enfants. Ils font des céréales sucrées pour les enfants. Enfin, il y a des choses tout n'est pas à prendre. Par exemple, ils ont fait des yaourts spéciaux infantines. Nous, on les recommande pas parce que parfois, il y a du sucre qui est caché. C'est marqué nature et en dessous, c'est marqué sucré. Donc, il faut. Donc, voilà. Et il y avait une dernière chose que je voulais ajouter, mais ça m'a échappé. Ça reviendra. Et en cas d'allergie alimentaire, qu'est-ce que vous proposez? Je vais laisser le médecin répondre. Alors oui, ça dépend de l'allergie en fait. On va quand même essayer. Là maintenant pour les aliments, c'est vraiment question de quel type d'allergie, comment ça se passe. Vous parlez de l'allergie, pas de l'allergie aux protéines lait de vache ou de l'allergie au gluten. Ou on va introduire, on va donner des petites quantités et voir en fait comment ça se passe. S'il y a un rash cutané, s'il y a voilà des troubles, enfin j'espère pas respiratoires, on arrête. Hein. Quelquefois on peut se faire aider par un allergologue si vraiment et en général on réintroduit en petite quantité. Par exemple dans l'allergie aux protéines lait de vache, il y a une éviction des laits avec des protéines lait de vache. On arrête tous ces laits là, on met des laits sans protéines de lait de vache et vers 6 mois, à partir de 6 mois, on peut commencer à réintroduire un petit peu de protéines lait de vache et voir comment ça se passe sur plusieurs jours. Mais j'ai vérifié certains composants de lait artificiel et il y a certaines marques qui utilisent les produits à base de soja et j'ai entendu au début que soi-disant c'est déconseillé. C'est très déconseillé. Non, sortent sur le marché mais qui sont pas forcément les meilleurs pour les enfants. Effectivement, on a des parents qui ne veulent plus donner de lait de vache, donc ils vont aller vers le lait de soja, notamment ceux qui sont un peu végétariens, végétaliens. Mais ce n'est pas du lait. C'est pas adapté en fait. Voilà, ce n'est pas du lait, ce n'est pas adapté dans l'alimentation de l'enfant. Au niveau des apports nutritifs déjà et au niveau du risque, voilà, enfin il y a un risque avec le développement thyroïdien. Il peut y avoir des interactions. Donc on dit de pas donner des quantités au même titre que du lait, soit maternel, soit à protéines de vache. Merci beaucoup pour les efforts soutenus. Merci beaucoup à vous d'avoir partagé vos pratiques. C'était vraiment très intéressant. Très riche. Merci beaucoup. Oui, ça permet de comprendre et on accompagnera encore mieux les familles. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.